rapprocher un peu. Et ça, c'est au niveau de la forme. C'est au niveau de la forme. Voilà la forme. Bien, donc bonjour chers amis internautes qui nous suivez sur Marketing TV Monde. Aujourd'hui, Laïbomba m'a abandonné, quoi. Aujourd'hui, donc, il est derrière la caméra et il m'a laissé au charbon, comme on dit. Voilà. Mais bon, après, il faut mettre des commentaires pour lui dire qu'on préfère lui aussi le voir, parce que j'espère que ça va le convaincre, en fait, de pouvoir passer lui aussi. Bien. Donc, comme on l'avait suggéré, notamment la dernière fois, on va essayer aujourd'hui de pouvoir parler un peu de la connaissance de la clientèle. Donc, le mardi passé, on était à Gabarou, on a pu parler un peu de tout ce qui concerne notamment comment s'améliorer, et je crois qu'on a abordé un peu le thème du développement personnel pour pouvoir montrer aux représentants commerciaux que s'il n'a pas toutes les qualités commerciales, ou bien les meilleures qualités requises, vous pouvez avoir encore la chance de s'améliorer. Après avoir donc parlé du représentant commercial, l'évolution du métier, les qualités commerciales, le rôle du représentant commercial, ce que le commercial peut faire pour s'améliorer à travers le développement personnel, on va aujourd'hui s'appesantir sur l'autre acteur de la relation commerciale, c'est-à-dire le client. Le client, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Je crois que j'ai rappelé à plusieurs occasions l'importance du client dans la relation, en tout cas dans l'activité de l'entreprise. Et c'est assez heureux que celui qu'on appelait naguère le pape du management, notamment Peter Drucker, ait été celui qui a énoncé le principe de l'orientation client en posant le principe selon lequel si une entreprise a un objectif, c'est un et un seul, se constituer une clientèle. Et en rappelant bien sûr que c'est le client qui détermine ce qu'est une entreprise, car c'est lui qui, en achetant des biens ou des services, transforme les ressources économiques en richesse. Et il avait rappelé aussi que le potentiel, la capacité de l'entreprise est importante, mais elle n'est pas primordiale. Ce qui est primordial, c'est ce que l'entreprise pense, c'est ce que le client pense qu'il est en train d'acheter et qu'il considère être de la valeur. Je crois que cette approche est fondamentalement importante pour une raison très très simple, parce que Drucker va bousculer les savoirs précédents de la microéconomie en montrant que le comportement du client n'est pas une histoire de modélisation, c'est une histoire notamment de compréhension de la psychologie et des déterminants du comportement du client. Et il va montrer bien sûr que l'achat du client va dépendre d'abord de facteurs psychologiques, ce que le client pense qu'il est en train d'acheter. Et en utilisant le mot en tout cas penser, il se réfère à des facteurs psychologiques et non pas à des facteurs scientifiques. Parce qu'il ne dit pas ce que le client sait qu'il est en train d'acheter, mais ce que le client pense qu'il est en train d'acheter. Donc l'achat découle d'abord d'un processus psychologique. On y reviendra tout à l'heure. L'autre aspect, il va dire, est ce qu'il considère être de la valeur. Ce qui montre que le client, dans son processus d'achat, n'est pas un expert, n'est pas un technicien qui va évaluer le produit sur la base de caractéristiques techniques. Il va l'évaluer selon son feeling, son bon vouloir, ses attentes, voilà, et tout ce qui est associé aux espoirs qui étaient liés à l'achat du produit, ou du service d'ailleurs. Donc un produit ou un service, le client va l'évaluer en disant ben voilà, c'est ce que je voulais, ou bien ça ne m'a pas plu, voilà, et il va évaluer comme ça, sans prendre en considération les facteurs techniques, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un expert. Il va de soi que le client B2C, bien ce qu'on appelle le client particulier, individuel qui achète lui-même, le client final, n'est pas le client industriel ou le client organisationnel. Quand une organisation achète, quand une entreprise achète, elle achète sur la base d'objectifs. L'achat est évalué en amont, on détermine l'ensemble des caractéristiques
Et le processus d'achat va être contrôlé tout un processus pour s'assurer que les caractéristiques attendues du produit ont été faites, et c'est fait par les experts, les techniciens. Donc, il faut différencier le comportement du client final, du client intermédiaire, qui est notamment le client organisation ou le client entreprise. Alors, aujourd'hui, nous allons plutôt parler du client final, donc dans l'approche du marketing B2C. En réalité, le client, comme je vous l'ai dit, va être quelqu'un d'extrêmement déterminant. Je crois que l'ancien PDG de General Electric, notamment Jack Welch, disait que chacun a son travail dans l'entreprise, mais il y a un travail qui est à la fois le travail de tout le monde, c'est le service client, pour montrer l'importance, notamment de s'occuper du client, qui n'est pas seulement le travail du service marketing, mais qui est le travail de tout le monde. Quand on dit que, notamment, beaucoup de gens connaissent plutôt, va énoncer l'importance du client sous notamment un certain nombre d'aspects pour démontrer que le client est vraiment important. Et si vous le voulez bien, je vais vous rappeler cela. Il va dire que, attention, n'oublions pas que le client ne dépend pas de nous. Nous dépendons de lui. Le client n'interrompt pas notre travail. Il en est la raison. Nous ne lui faisons pas de faveur en le servant, parce que nous sommes là pour ça. Donc ce n'est pas une faveur qu'on lui fait. Il ne nous est pas étranger. Il fait partie intégrante de l'entreprise. Il n'est pas seulement une statistique, c'est un être de chair et de sang. Non seulement avec des sentiments et des émotions semblables aux nôtres, mais avec des prétentions et des préjugés qu'il faut prendre en considération. Il est aussi une personne qui vient avec ses désirs. Et nous n'avons qu'un seul travail. Notre travail est de le satisfaire de façon profitable pour lui et pour nous. Donc, ce premier aspect, en tout cas, montre, selon en tout cas la proposition en tout cas le point de vue de Gandhi, l'importance notamment du client, qui est vraiment au centre des préoccupations de l'entreprise. Et avant d'aborder les clients, il faut comprendre justement les facteurs qui le font bouger, qui justifient qu'il vienne vers vous, qui justifient qu'il a envie d'acheter, qui justifient qu'il décide d'acheter ou qu'il décide de ne pas acheter. Pour ça, on va d'abord comprendre notamment que l'achat, ce qui déclenche un processus d'achat, c'est l'existence d'un besoin. Et ça, c'est fondamentalement important. C'est un besoin qui, en fait, au départ, va impulser notamment un processus d'achat. Je voudrais rappeler que le besoin est quelque chose de naturel. Le besoin est naturel. Donc, en réalité, techniquement parlant, on ne crée pas un besoin. On peut éventuellement susciter, on peut flatter un besoin, on peut aggraver un besoin, tout ça c'est possible, mais on ne peut pas créer un besoin, le besoin étant naturel. Si je peux vous donner un exemple très simple, si notamment on vous invite à l'hôtel Colonial pour un repas, vous prenez un repas particulièrement copieux, vous avez très très bien mangé, vous avez pris une entrée, un plat principal, un dessert, un café, tout ce qu'il faut, et qu'à la sortie, un ami vous propose de partager son repas, quelle que soit l'amitié que vous avez pour cet individu, quel que soit l'appétit que vous suggère ce qu'il vous propose, ben, vous ne pourrez pas le manger parce que votre ventre est déjà plein. Donc un besoin, il est naturel, on ne peut pas le créer, à moins éventuellement d'évider l'estomac de celui qui vient de manger pour lui donner envie de remanger. Voilà, bien, c'était juste un petit exemple. Alors, le besoin, on peut l'expliquer. Le besoin est d'abord un état de manque. C'est un manque. On sent qu'il y a quelque chose qui nous manque. C'est comme quand on a faim, on sent qu'il n'y a pas quelque chose dans notre ventre, ou bien on a envie, ou bien on a besoin de mettre quelque chose dans notre ventre. On a faim. C'est comme le sommeil. Quand on a sommeil, il y a une sensation. On sent qu'on a vraiment envie de dormir. Et il y a des signaux qui viennent montrer qu'on a envie de dormir, etc. Donc réellement, le besoin, il est là, il est naturel. C'est un manque que sent l'individu. Donc c'est une première. Donc première caractéristique, c'est naturel. Deuxième caractéristique, c'est un manque ressenti par l'individu. Et troisièmement, le besoin crée une tension. Et ça, c'est très important. Parce que c'est la tension, du moins c'est la tension, excusez-moi, j'ai passé une journée très très dure, avec des gens charmants d'ailleurs aussi, il faut que je le dise, voilà. La tension notamment va susciter chez l'individu un état en tout cas d'inconfort qui va faire que tant qu'il ne satisfait pas son besoin, il sera dans un état de tension, un état d'inconfort, un état en tout cas qui ne sera pas un état confortable dans lequel il se sentira.
Et notamment, quand le besoin apparaît, ce qui va se passer, c'est que l'individu va vouloir réduire la tension. Et c'est la réduction de cette tension-là qui va entraîner chez lui des motivations d'achat. Mais avant de venir sur les motivations d'achat, je voudrais qu'on parle un peu des besoins, parce que je vous ai suggéré que ce qui est à la base de l'achat, c'est notamment le besoin. Alors, les besoins, il y en a beaucoup. On ne peut pas donner une... En tout cas, je n'ai pas, moi, de liste exhaustive des besoins qu'un être humain peut ressentir. Je n'en ai pas du tout la liste. Par contre, on peut se référer à des travaux d'éminents spécialistes qui nous ont fourni en tout cas une base de travail ou de la matière. Il s'agit déjà de quelqu'un que beaucoup de gens connaissent parce que ses théories ou en tout cas ses propositions sont étudiées dans plusieurs domaines, le marketing, le management, les RH, tout ça, etc. Il s'agit d'Abraham Maslow. Et Abraham Maslow va être quelqu'un qui va nous dire, ok, je vais vous proposer de pouvoir classifier les besoins, de les répartir donc, notamment. Et je ne vais pas revenir sur toute la théorie de Maslow, comment ça a été construit, la hiérarchisation des besoins. À mon avis, ça n'a pas d'intérêt ici. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de se dire qu'il va classifier et nous faire ressortir 5 catégories de besoins. Le premier type de besoin qu'il va ressortir, c'est les besoins qui sont les besoins qu'il va appeler les besoins physiologiques. Physiologiques, pourquoi? Parce qu'il va dire que c'est l'ensemble des besoins qui sont liés au maintien de la vie, physiquement parlant. C'est les besoins qui sont liés au maintien de la vie, physiquement parlant. C'est les besoins physiologiques. Pour vous donner quelques exemples, c'est le besoin de manger. Quand on ne mange pas, ben on risque de mourir. C'est le besoin de boire. Quand on ne boit pas, on risque de mourir. C'est le besoin de dormir. Quand on ne dort pas, on risque de mourir aussi. C'est le besoin de se réveiller. Quand on ne se réveille pas, on risque de mourir. C'est le besoin d'aller se soulager aux toilettes. Sinon, on risque de mourir. Donc l'ensemble de ces besoins sont liés notamment au renouvellement de la vie. Et ce sont les besoins qui, en réalité, quand ils vous affectent, deviennent des besoins de base, des besoins qu'il appelle lui-même des besoins primaires, réellement sur lesquels on est obligé, quand la tension se présente, de pouvoir rapidement apporter une solution. Le deuxième type de besoin auquel fait référence Abraham Maslow, c'est notamment les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité, c'est les besoins d'abord de protection de soi. C'est très important. Donc, c'est tous les besoins qui sont liés à certains services, comme les services d'assurance, etc., où l'individu a une garantie, par exemple. D'accord? C'est l'ensemble des services qu'on propose, par exemple, ok, on va vous donner un toit, vous allez avoir votre maison, des trucs comme ça. Donc, c'est l'ensemble des services qui permettent à l'individu de se protéger ou de se prémunir contre les risques. Donc, ça, c'est le deuxième type de besoin. Le troisième type de besoin, c'est ce que Maslow va appeler les besoins d'appartenance. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous appartenons à des groupes, nous évoluons dans un groupe et chacun d'entre nous est né dans un espace familial, que ce soit sa famille ou une autre famille ou un autre groupe. Nous grandissons et nous évoluons à l'intérieur de groupes sociaux, que ce soit des groupes d'amis, des groupes de collègues, des groupes de fraternité. En tout cas, on évolue dans les groupes et notre vie se fonde à travers ces groupes, nos habitudes, nos repères, notamment nos attitudes, notre perception des choses est modelée à travers les groupes qui nous transmettent des valeurs, etc. Et l'individu n'a pas envie d'être isolé. Nous avons tous vu, ou en tout cas avoir eu l'occasion de lire ou d'avoir eu l'information sur notamment le mythe de Robinson Crusoe, pour montrer que l'homme ne peut pas vivre seul, isolé. L'homme a besoin de la société. Donc, l'individu, à un certain moment, a besoin, en tout cas, d'exprimer son appartenance à un groupe social déterminé. Et bien sûr, l'appartenance, ce n'est pas seulement à un groupe, mais à tous les groupes sociaux auxquels il s'identifie. C'est ce qu'on appelle les groupes d'identification. L'individu s'identifie à des groupes. Le groupe de travail, le groupe d'amis, l'entreprise dans laquelle on est, la famille à laquelle on appartient, les amis dont on se revendique, etc. Donc ça, l'individu a besoin de le faire quelquefois. Et ça se traduit généralement par certains types d'achats. C'est quand, par exemple, un individu va avoir le besoin ou sentir le besoin, par exemple, de participer au financement d'une action caritative
fait par ses amis. Il ne le fait pas uniquement pour faire plaisir à ses amis, il le fait aussi pour marquer son appartenance à ce groupe d'amis. C'est l'individu qui va être très solidaire avec sa famille, que ce soit sa propre famille ou sa proche famille. Quand on paye les études de ses enfants, par exemple, on le fait en raison ou notamment d'une appartenance qu'on a et qu'il faut assumer. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui en général expliquent cette appartenance. C'est le fait aussi que quelqu'un veuille porter les mêmes habits, parler le même langage, fréquenter les mêmes restos ou les mêmes hôtels, ou je sais pas moi, avoir les mêmes fréquentations que ses amis pour bien marquer son appartenance à ce groupe d'amis. Donc tout ça, c'est des facteurs qui sont liés à ce qu'on appelle les besoins d'appartenance. Bien sûr, à côté de ça, ou au-delà de ça, il va y avoir ce qu'on appelle les besoins d'estime. Le besoin d'estime, c'est un besoin de reconnaissance, c'est un besoin d'attention, c'est naturel. Nous avons tous besoin de ça. L'être humain a besoin notamment de se sentir valorisé, de se sentir respecté. Et ça, tout être humain a ce besoin, qu'on soit très riche ou pas riche, quelle que soit en tout cas sa situation, on a besoin d'être respecté. Vous le voyez tous notamment dans la société. Aujourd'hui d'ailleurs, l'un des plus gros problèmes dans les relations sociales, c'est ça. Chacun a envie de se mettre peut-être beaucoup trop en valeur et quelquefois peut-être que le terrain qu'il peut prendre est tellement important que ça gêne les autres. Mais quoi qu'il en soit, il y a un besoin d'attention, d'estime. C'est pourquoi notamment quand on insiste dans les formations que nous faisons, ou en tout cas dans les aspects relationnels, que ce soit au bureau, que ce soit avec les clients ou autre chose, voilà, dans la famille, on insiste beaucoup sur la nécessité par exemple de pouvoir saluer, de dire bonjour, parce que le fait de saluer quelqu'un, c'est une estime, c'est une attention qu'on lui fait, d'accord. Le fait de dire aux gens merci, notamment quand on vous fait un cadeau, ou quand on fait une attention, ou quand on vous donne une priorité, que vous puissiez dire merci, parce que celui qui vous a fait cette priorité, il a besoin en retour d'avoir votre estime, votre reconnaissance, notamment, d'accord. C'est le même cas quand quelqu'un vient vous voir, qui s'en va, et qu'on lui dise au revoir, on a été heureux de vous voir, à très bientôt, passez une très belle journée. C'est rien, c'est pas de l'argent, c'est rien, mais ça fait profondément plaisir parce que c'est une attention, une estime. Ça fait aussi plaisir quand, comme on le voit ces temps-ci, quelqu'un va faire un post Facebook pour dire oui, mais j'ai mon fils qui a réussi au bac, ou j'ai ma fille qui a réussi au bac, ou voilà, je l'ai décroché moi-même, je viens d'avoir le bac. Le fait d'avoir des j'aime, d'avoir des j'adore, etc., d'avoir des congratulations, des félicitations, etc., c'est rien, mais vous allez voir que la personne, à chaque fois que vous faites un post pour le remercier ou pour le féliciter, il est très content, il va vous répondre et tout, voilà, parce qu'il a un besoin d'estime, il a envie que cette reconnaissance puisse venir à lui. Et cette reconnaissance est fondamentalement importante pour tout client, qu'il vous le dise ou qu'il ne vous le dise pas. Qu'on vous salue, qu'on vous donne notamment de l'égard, qu'on puisse vous respecter, qu'on puisse faire attention à vous, qu'on puisse vous traiter de manière non seulement individualisée, mais personnalisé, qu'on puisse vous appeler votre nom, qu'on puisse vraiment vous donner en tout cas un statut social, même si vous ne l'avez pas, ça vous permet en tout cas d'être plus dans le confort, et ça vous permet de mieux en tout cas accepter ou en tout cas participer au dialogue auquel on vous invite dans la négociation commerciale, et ça vous donne aussi les outils de confort pour pouvoir en tout cas, s'il n'y a que les facteurs subjectifs qui vont faire la décision, ça permettra d'amener le client à pouvoir notamment accepter de prendre la décision parce qu'il s'est senti mis en valeur si le client est bien sûr motivé, ou en tout cas s'il est imbu, ou s'il est quelqu'un qui est vraiment très sensible aux besoins notamment d'affection, d'attention. Le dernier type de besoin, ou la dernière catégorie de besoins identifiée par Maslow, ce sont les besoins de réalisation de soi, ou ce qu'il a appelé, lui, les besoins d'accomplissement de soi. Ce sont les besoins, en fait, qui sont des besoins supérieurs, qui sont des besoins qui, dans le langage marxiste, peuvent être appelés des besoins marginaux. Voilà. C'est l'exemple type, notamment, de quelqu'un qui, par exemple, va faire l'école, il va faire tous les cursus de formation, il va avoir son doctorat, il va être professeur, etc. Et en certains moments, par exemple, il s'est dit, ok, j'ai réussi tout ce qu'il fallait réussir dans mon cycle, notamment de formation, j'ai vraiment atteint la limite qu'on pouvait atteindre dans ce domaine, je vais aller à la conquête d'autres choses. Par exemple, il va chercher à créer une association pour faire des actions caritatives, ou bien il va chercher à faire la politique pour avoir un poste politique qui va le rehausser et qui va notamment lui donner un statut social plus élevé, même si lui, il a déjà réalisé ses ambitions. Maintenant, ça, c'est le cas extrême. Il y a des cas plus petits. C'est le cas de quelqu'un qui, par exemple, va quitter l'école avant le CM2.
d'accord, qui est considéré comme quelqu'un qui a échoué, entre guillemets, hein. C'est un terme un peu dur, mais c'est comme ça que certains le considèrent, et voilà, qui va en fait utiliser d'autres raccourcis, ou en tout cas d'autres voies dans la vie, qui lui permettront d'apprendre un métier, de se développer, de créer une entreprise, d'avoir des employés et de réussir. Quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui est accompli, c'est quelqu'un qui a réalisé sa vie, et quelqu'un qui a besoin qu'au-delà de la reconnaissance, qu'on puisse notamment comment on appelle ça encore, lui porter la reconnaissance, l'attention, et éventuellement les félicitations qui permettront de reconnaître que, au-delà du cursus normal ou en cas du cursus de réussite, il a pu réaliser des choses plus que nécessaires. Donc on est dans les besoins de réalisation de soi. Concernant toujours les besoins, il est important de comprendre que notamment les besoins présentés par Maslow sont une catégorisation des besoins. Mais comment est-ce que le besoin agit? Comment est-ce que le besoin peut amener quelqu'un à pouvoir prendre tous les risques pour faire un achat? Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo, je crois, sur l'accueil, je disais que l'achat est psychologique. Quand le client achète, il n'achète pas avec ce qu'il y a dans sa poche. Il l'achète avec ce qu'il y a dans sa tête. C'est aussi clair que ça. Quand vous me vendez quand un produit coûte 100 francs, généralement, notamment, c'est stabilisé, c'est 100 francs, et que vous me dites par exemple ça coûte 50 francs, j'ai tendance à douter. Quand vous me dites ça coûte 200 francs, je vais vous dire c'est trop cher. Alors qu'en réalité, j'ai une somme plus importante que la somme que vous me proposez. D'accord? Dans une autre approche, notamment toujours dans cet achat psychologique, quand aujourd'hui on vous dit ok, je vais acheter une voiture, ok, la voiture elle coûte, je sais pas, 15 millions, vous avez peut-être que 5 millions, si vraiment vous avez envie d'acheter la voiture, vous allez emprunter 10 millions pour acheter la voiture, pour montrer que l'achat est un facteur psychologique. Mais qu'est-ce qui va faire que l'individu va se décider? Ça, c'est peut-être la motivation, on y viendra peut-être demain, ou bien un autre jour. Mais l'autre aspect qu'il faut comprendre dans les besoins, c'est la subtilité des besoins. Et pour le comprendre, il faut recourir notamment aux théories de la psychanalyse de Sigmund Freud, qui avait bien présenté notamment le fait que l'individu va avoir en tout cas une psychologie séparée en trois parties, ce qu'il va appeler l'inconscient, le subconscient et le conscient. Et je crois qu'un des psychologues d'ailleurs qui a introduit ces notions-là dans le marketing, c'est Ernest Dichter, qui a fait beaucoup d'efforts, notamment que ce soit avec Dubonnet en France, c'est vrai où il n'a pas eu de réussite, mais je crois qu'il a eu beaucoup de réussite plutôt avec Procter & Gamble aux États-Unis, et après ça a été un succès. Les gens ont commencé à faire attention et à utiliser les méthodes de la psychologie dans les études marketing, et même dans les actions marketing, la communication et le reste. Voilà. Alors, maintenant, Freud va nous dire que, ou bien en tout cas quand on parle de la psychologie, on va se dire que l'individu, ses besoins réels ne sont pas des besoins notamment conscients. Pourquoi? Parce que l'individu notamment va avoir une sorte de répression qui est due en fait à tout l'arsenal éducatif qui va l'encadrer. C'est-à-dire que nous tous, nous vivons dans une nation où on reçoit très tôt des valeurs culturelles qui vont nous dire ça c'est interdit, ça il ne faut pas le faire, ça il ne faut même pas y penser. Et ça, c'est des facteurs qui vont être des freins, qui vont refouler nos désirs profonds. Ça va être la loi, qui va nous dire que ça c'est permis, ça c'est pas permis. Ça va être la bienséance, les codes de relations sociales avec les autres, etc. Tout ça va en fait refouler dans l'inconscient nos désirs les plus profonds. Au point que, quand on veut identifier les besoins d'un individu, en se référant uniquement à ce qu'il nous dit, à ce qu'il déclare, on ne peut pas réellement comprendre profondément ce qui explique et justifie un besoin ou le degré d'importance d'un besoin. Donc ça, c'est très important. Et donc, on va se dire que dans les études marketing, par exemple, qu'on fait, souvent les gens privilégient les enquêtes, notamment les enquêtes par questionnaire, c'est bien. Ça permet d'avoir du déclaratif. L'individu déclare que je veux ça, je préfère ça, etc. Mais dans la réalité, les déclarations, quelquefois, n'ont absolument rien à voir avec les véritables desseins de l'individu. Et je peux en donner peut-être un ou deux exemples facilement. Un premier exemple, c'est notamment une enquête qui avait été faite en France dans les années 80, où on demandait à des mères de famille où est-ce que vous achetez les dentifrices de la famille. Et 48% des personnes, enfin 45% des personnes interrogées disaient qu'elles achetaient les dentifrices dans les pharmacies.
Quand on a fait les relevés des ventes, on s'est rendu compte que les pharmacies ne représentaient que 28% des ventes de dentifrice. Donc, il faut montrer que quand l'individu déclare, il prend en compte un certain nombre de choses qui va faire qu'il va filtrer, il va refouler certains éléments et vouloir chercher éventuellement à se mettre en valeur. Alors, le principe du marketing, comme on l'a dit, c'est d'identifier les besoins pour les satisfaire. Et le besoin, il faut le chercher là où il est. Là où il est, c'est dans l'inconscient de l'individu. C'est vrai maintenant que la psychanalyse va nous proposer, pour connaître l'inconscient, de recourir à la psychanalyse, notamment à l'analyse, comme ils disent, notamment à l'hypnose, analyser les actes manqués, ou tout simplement faire des études, ou en tout cas faire des études qualitatives approfondies. Voilà. Aujourd'hui, ces études existent, que ce soit des études d'image, il y a une panoplie d'études qualitatives approfondies qui permettent de mieux comprendre les besoins. Mais juste ce que je peux vous dire, c'est que l'individu ne vous dira jamais tout de suite ce qu'il veut. L'individu, il faudra aller chercher très très loin ce qu'il veut dans son esprit. Et ça, dans la prochaine émission, on reviendra pour mieux expliquer cela. Bien. Alors, donc c'est vraiment ce que je voudrais expliquer aujourd'hui parce qu'on est en temps très court. On a un invité qui est parti de Ziguinchor et qui est venu à Dakar. On voudrait bien quand même lui donner l'opportunité lui aussi de pouvoir partager avec Live Bomba, de parler au public et notamment lui aussi de pouvoir contribuer à cette très très belle aventure d'échange et de partage. Voilà. Donc je voudrais vraiment aujourd'hui, comme je l'ai dit, parler d'un premier aspect qui sont les besoins, comprendre que Maslow va faire ressortir 5 catégories de besoins, comprendre que les besoins sont naturels, les besoins sont un manque ressenti, les besoins sont notamment dus, en tout cas le besoin n'aboutit à un processus d'achat que si c'est une tension ressentie par le consommateur. Comprendre aussi que les besoins, ce n'est pas des choses qu'on va identifier à partir de la déclaration du client. Non, il faudra notamment des études plus approfondies, il faudra encore une approche plus subtile pour mieux comprendre au-delà du déclaratif conscient, qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient du client. Donc nous reviendrons le mardi prochain pour parler des motivations qui sont très importantes. On pourra aussi donner beaucoup d'exemples. Pour parler des mobiles d'achat, parce que c'est besoin, motivation, mobile. Si vous voulez aussi, on parlera du désir. On parlera aussi de comment connaître le client. On va essayer de brosser un peu la morphopsychologie. On parlera de l'analyse transactionnelle, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour bien connaître le client. On parlera aussi de la PNL, la programmation neurolinguistique. On parlera aussi de ce qu'on appelle les techniques de communication appliquées à la vente. Tous ces éléments-là, nous allons les développer au fur et à mesure, tous les mardis, doucement, lentement. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, je suis très heureux de voir que beaucoup de gens participent, écoutent, font des feedbacks. Je voudrais que ces émissions soient diffusées le plus largement possible, soient partagées le plus largement possible, que s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez envoyer des messages sur ma boîte, sur la boîte de Live Bomba, sur Marketing TV Monde, quoi qu'il en soit, le message arrivera. On pourra vous écouter, vous aider. Si vous avez besoin qu'on traite de certains thèmes, vous nous le dites. Si vous avez besoin de points particuliers sur lesquels vous voulez qu'on approfondisse, vous nous le dites. Si vous voulez que, par exemple, sur la connaissance du client, vous avez des problèmes particuliers et que vous voulez des solutions, envoyez-nous des messages. On pourra vous répondre inbox, notamment, parce que, comme je vous l'ai dit, l'objet pour moi, c'est que comme je suis sorti des salles de classe, je me donne une autre manière, en tout cas, de continuer, d'appuyer et de contribuer notamment à la formation des jeunes et au renforcement des capacités des jeunes professionnels. Voilà, bien. Je ne pourrais terminer sans déjà, excusez-moi, je sais qu'on est très pris par le temps, sans déguster ce café, qui est un café particulièrement merveilleux. C'est donc un café expresso, je crois que c'est un espresso qui est serré, qui est particulièrement délicieux. Si vous voulez en avoir un goût, je vous propose de venir à l'hôtel Colonia. À l'hôtel Colonia, un hôtel très très beau. C'est un hôtel qui n'a pas encore un mois. C'est un hôtel extrêmement neuf, très très bien décoré, avec des équipements d'exception. Un jour, je vous montrerai les chambres. Voilà, et je ne voudrais pas que tout le monde me court derrière pour dire « Monsieur Kahn, trouvez-moi là-bas une petite réduction ». Mais je vous assure que vous serez complètement séduit par la qualité de cet hôtel, aussi bien pour les réunions, pour les réceptions, pour l'ensemble de ces activités. Donc, si vous voulez venir à l'hôtel Colonia, je vous conseille fortement d'y venir. Et je crois aussi que du point de vue des tarifs, vous pourrez avoir de très très belles surprises si vous venez et que certainement vous rappelez que vous avez connu l'hôtel à travers l'émission que nous faisons
sur Marketing TV Monde. Je voudrais encore remercier M. Cherna Traoré, qui est le PDG de cette entreprise, qui nous fait la faveur vraiment de nous offrir gratuitement, non seulement l'espace, mais nous offrir gratuitement ce délicieux café, nous offrir gratuitement cette eau, mais surtout qui tous les jours écoute l'ensemble des émissions que nous faisons et on est particulièrement fiers. Je vous remercie de votre attention. Gardez voilà, l'écoute ou en tout cas gardez la connexion. Laïbamba va venir tout à l'heure avec le grand ami notamment qui dirige ISM Ziguinchor, qui fait de très très belles choses là-bas. Je crois que j'ai eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises lors de mes missions de mise à niveau spécifique pour l'hôtellerie et pour en tout cas les activités de la Casamance. Ils font de très très belles choses. Je vous propose de les écouter. On se revoit mardi, Inch'Allah. Je vous remercie. Passez une très très belle soirée. Merci.